les deux premières questions, j'ai déjà répondu dans le cours, parce que je les avais remarquées. Alors, est-ce que la khalitza peut être publique ou privée? On a déjà dit que la khalitza, il doit être minimum 3 personnes pour être cachère. Et donc, pas forcément avoir un grand public, mais minimum 3. Le meilleur, c'est d'avoir minimum 5. Comme ça va quand même être public. Mais voilà, minimum 3, meilleur 5. Et la deuxième question, est-ce qu'il peut y avoir une khalitza et ensuite, on décide de regretter? C'est pas une teshuva, parce que c'est pas un problème de faire la khalitza. C'est pas un vrai problème. Il y a deux options. La Torah conseille de faire iboum de base, mais il y a aussi l'option de faire khalitza, parce qu'il y a des fois des cas dans lesquels c'est mieux de faire khalitza. Par exemple, si il y a un écart de 30 ans entre les deux. Alors, est-ce qu'après la khalitza, ils peuvent refaire iboum? Non, après khalitza, c'est trop tard. Normalement, on peut pas se marier avec la femme de son frère. C'est juste dans ce cas spécifique qu'il n'y a pas eu d'enfant. La Torah veut qu'on construise son nom, qu'on bâtisse son nom. C'est là qu'il y a une permission spéciale, mais il faut prendre l'opportunité lorsque la Torah me le donne. Soit on fait le hiboum, mais si on a décidé de faire khalitza, on s'est séparé. Après cette séparation, on ne peut plus reprendre et se remarier. Le frère veut épouser la veuve, mais elle ne veut pas. Qui fait la khalitza? Oui. Alors, c'est le garçon ou la fille qui enlève les chaussures dans ce cas-là? alors, dans tous les cas, c'est toujours la fille qui enlève la chaussure. De khaltza, na'alo, me'al ragla. C'est toujours la yebama, la femme, qui va déchausser la chaussure du yabam. Et si un des deux ne veut pas faire boum, un des deux ne veut pas se marier, alors la solution, ça serait khalitza. Si la femme, elle veut pas faire boum, alors elle a une autre issue pour s'en sortir, ça va être la khalitza. Et donc, dans ce cas-là, ce sera comme tous les autres cas classiques, ce sera la femme qui va faire la khalitza avec tout le processus qu'on a expliqué dans ce chapitre. Très bien, je peux intervenir du coup, je crois. Vous avez parlé de chaussures, de talons, de pieds. J'ai pas entendu ou j'ai pas écouté si ça avait une importance pied droit, pied gauche. Ensuite, Alitza, ça veut dire le jet, enfin voilà, le jet du soulier ou de la chaussure. Ce jet, ça se fait en direction. Khalitza veut dire déchausser, littéralement. Ah, ça veut dire déchausser, d'accord. J'avais jet de chaussures, moi. Donc, du coup, je me demandais où est-ce qu'on jette. Tout comme le crachat. Le crachat, c'est devant, il peut arriver de haut, etc. Vous avez expliqué ça. Mais est-ce que c'est vers le sol ou est-ce que c'est vers la personne? Et est-ce que c'est une forme d'injure? Est-ce que c'est pour porter honte au beau-frère? Et enfin, je terminerai par une autre question. La khalitza se fait de manière conforme. Et puis, on va dire qu'au dernier moment, la participante se rend compte que ce n'était pas sa chaussure, elle s'était trompée de paire de chaussures, c'était la chaussure d'une autre femme, d'une autre épouse. Est-ce que, du coup, ça change quelque chose? Ça ne lui appartient pas. J'ai compris les deux premières questions, mais la troisième question, vous avez dit, elle veut le déchausser des chaussures et elle se rend compte juste avant de le faire que c'est pas la bonne chose. Non, pas juste avant. Toute la cérémonie est faite. Et on va dire que elle ou quelqu'un d'autre remarque que ce n'est pas sa chaussure. C'est pas ses effets personnels. Ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est pas sa propriété. Voilà. Mais c'était sur son pied. Mais elle le portait. Il le portait. C'est elle qui jette la chaussure. Non, alors, c'est elle qui doit déchausser la chaussure qui est sur le pied du Yabam. Ah, ok. Je n'avais pas tout compris non plus. Alors. En fait, tout d'abord, pour garder les choses simples, comment se passe une khalitza? Alors, une khalitza, on a dit qu'il faut avoir une chaussure spécifique, c'est une chaussure qui est en cuir, qui fait sa taille, au moins qui recouvre la majorité de son pied. Et il faut lire les différents versets. Et ensuite, elle va déchausser la chaussure qui se trouve sur son pied droit. Ça, c'est une chose, khalitza. Deuxième chose, vekara. Elle doit lire différents versets. Il y a différentes choses qu'il faut lire, différents versets. La troisième chose, c'est rekika,
c'est qu'il faut, il faut qu'elle crache. Elle crache où? Elle crache sur lui? Non. Elle crache pas sur lui, c'est écrit Veyarka Befanav. C'est écrit dans le verset. Dans Devarim, c'est écrit qu'elle va cracher devant lui. Alors, quel est ici le sens de ces différentes choses? Alors, il y a différents commentaires qui l'expliquent. Ils disent, en vérité, quelle était la raison de la mitzvah de Yiboum Mechalitza? C'est que, dans le cas spécifique, une personne est décédée sans laisser d'enfant. La Torah ne voulait pas que la personne ne laisse pas de trace. Normalement, chaque enfant, il porte le nom de famille de son père. Quand même, il y a une éducation qui passe. Il y a quand même quelque chose qui reste. Là, c'est une famille qui sera effacée. Et donc, c'est pour ça, au lieu que sa famille s'efface, on a donné cette mitzvah que la veuve se marie avec un de ses frères et que le premier fils qui va être né, il va porter le nom du père pour pas que le nom du père s'efface. Dès que ça n'a pas eu lieu, la deuxième solution, c'est de faire Khalitza, de déconnecter ce lien. Et dans la Khalitza, alors, elle enlève la chaussure. Et lorsqu'elle enlève la chaussure, ça représente quoi? C'est une chaussure en cuir, pas n'importe quelle chaussure, une chaussure en cuir. Qui est-ce qui doit enlever la chaussure en cuir? La chaussure en cuir, c'est celui qui est en deuil qui doit l'enlever. Et c'est pour ça que la Khalitza, c'est juste spécifiquement d'enlever une chaussure en cuir. On l'a vu dans ce chapitre d'ailleurs. Si c'est une chaussure qui est faite en autre matière, des crocs, c'est fait en plastique, c'est fait en tissu, ça s'appelle pas Khalitza. Khalitza, c'est d'enlever une chaussure de cuir. Et une des raisons qui est expliquée dans les Mefarshim, c'est que la chaussure en cuir, lorsqu'on l'enlève, c'est ce qui symbolise le deuil. Et là, on s'endeuille pour le fait qu'il n'y aura pas de descendance qui va sortir. Parce qu'on avait espéré qu'il va se passer, que malgré tout, malgré qu'il est mort, il y aura une descendance qui va sortir. Et là, ça va pas se faire. Et donc, c'est une raison de s'endeuiller. Et c'est pour ça qu'il faut retirer la chaussure. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle doit cracher devant lui? Alors, il y a différentes raisons, là aussi. Le Sefer HaChinuch, il dit que la raison, elle est très simple. Il dit parce que, de facto, dès que le mari était décédé sans laisser d'enfant, il y a un certain lien de mariage qui est là entre la veuve et le frère ou les frères du défunt. Et ce qui fait que soit ils se marient, soit il y a Khalitza. C'est-à-dire, s'ils ne décident pas de se marier, il y a un lien qui est déjà là, malgré qu'ils étaient jamais mariés avant. Le mariage du frère va, de facto, mettre un lien. Il y a une zika, il y a un lien qui est entre eux. Et Khalitza, c'est dans le cas où on ne se marie pas, on brise le lien. Alors, ce qui va exprimer encore plus que maintenant, vraiment, on n'a aucun lien, c'est lorsqu'on crache devant. Lorsqu'on crache devant, ça veut dire vraiment on n'a aucun lien du tout et on n'a rien laissé de lien entre nous. Je me permets même de cracher devant toi. Pas sur lui, mais devant lui. Maintenant, le cas qu'on a vu de qui crache de hauteur, ça ne veut pas dire qu'elle doit prendre une échelle et aller à l'auteur. Normalement, on est là debout, un en face de l'autre. Mais le cas qu'on a vu, c'était, on dit, même si ça arrive à l'auteur et que ça n'arrive pas chez lui, dans le cas spécifique, où la femme, elle est beaucoup plus haute que l'homme. Là, imaginez-vous, elle est haute comme une girafe et lui, il est petit comme un petit nain et elle crache et il y a un enfant qui passe au milieu. C'est un cas extrême. Et est-ce que c'est cachère? On dit, si c'est arrivé à l'auteur de son visage, oui. Si c'est pas arrivé encore à l'auteur de son visage, c'est pas bon. Mais ça veut pas dire qu'il faut cracher depuis une hauteur. C'est juste qu'on a vu un cas extrême pour voir quelle serait la halakha. Voilà. Donc, grâce à ces trois questions, on a pu développer un peu plus sur les raisons de cette halakha. Merci, Rav. Oui. T'avais parlé dans ton cours, t'as dit une phrase en hébreu, mais je l'ai retenue qu'en français. T'as dit, si on n'a pas fait quelque chose, on est quitte, mais t'as dit qu'il fallait être capable de le faire. Exact. J'ai rappelé. Oui. Alors, c'est une chose qu'on a vu deux fois dans ce chapitre. C'est une règle qui est importante de le développer.
Ça a dépassé le spectre du cours. C'est pour ça que je l'ai laissé pour la séance questions-réponses. Mais on a vu dans ce chapitre, je vais vous rappeler dans quel halakha on a vu ça. On a dit que la yibama, il y a 3 choses qu'elle est censée faire. Khalitza, retirer la chaussure, du yabam, kriya, de lire différents psukim, différents versets, et rekika, de faire ce crachat. Maintenant, sous les 3 choses, la chose qui est me'akev, la chose qui va mettre en effet, et que sans ça, il n'y a rien qui s'est passé, c'est la khalitza de retirer la chaussure. Les 2 autres choses en plus, c'est pas me'akev, ça n'empêche pas l'effet de rentrer en vigueur, mais c'est là les mitzvahs, c'est là pour une mitzvah supplémentaire. C'est-à-dire que ça fait partie de la mitzvah, mais même sans le faire, l'effet a eu lieu. Maintenant, ce qu'on a dit par rapport à ça, par rapport au détail de lire les versets, la yibama doit être assez grande pour pouvoir lire les 2 mots lo'ava en même temps. Il y a un des versets, lo'ava, il y avait lui, il n'a pas voulu. Donc on dit, voilà, l'histoire, lui est mort, tout ça, et le frère n'a pas voulu. Il n'a pas voulu qu'on fasse le yiboum. Maintenant, si elle est trop petite, imaginez-vous si c'est une fille qui a 3 ans. Alors, finalement, cette femme-là, même si cette fille, elle n'est pas encore à l'âge de se marier, alors, elle a quand même un lien. Parce que, on va dire, bon, 3 ans, c'est quand même extrême, mais imaginez-vous si elle s'était mariée comme Rivka, elle s'est mariée à l'âge de 3 ans, évidemment, elle n'a pas eu d'enfant, le mari est mort, ensemble, ils n'ont pas eu d'enfant, et elle se retrouve face à un autre frère. Alors, est-ce qu'elle se marie avec l'autre frère? Alors, elle va sûrement pas se marier avec l'autre frère, et là, on va les conseiller de faire une khalitza. Mais est-ce qu'elle est assez grande de faire une khalitza? Il faut qu'elle soit capable de dire les 2 mots, lo'ava, il n'a pas voulu en un coup. Parce que si elle n'est pas capable, et qu'elle va dire, elle va répéter chaque mot séparément, lo, non, ava, a voulu, celui qui entend, hein, il pourrait comprendre, a voulu. Oui, il a voulu faire le yiboum. C'est le contraire de la phrase. La phrase, elle est, il n'a pas voulu, mais si on découpe chaque mot, je peux comprendre ava, qui veut dire il a voulu. Alors, ce qu'on a vu, c'est que malgré ça, si même elle est grande, on va dire, elle est très intelligente, elle connaît tout par cœur, concrètement, lorsque c'est arrivé au moment, elle avait tellement d'émotions qu'elle a dit lo, il y a quelques secondes qui sont passées, et ava. Donc il y a eu ce laps de temps qui est passé. Est-ce que la khalitza est kasha ou pas? Et là, le Rama me dit tout à coup, il dit, 180 degrés, il dit oui, c'est kasha. Ça, c'était le point que j'avais relevé, que a priori, ça se contredit. On dit que si elle n'est pas encore capable de dire lo'ava en un coup, elle est encore trop petite, il faut attendre. Elle peut pas faire de yiboum. Elle peut pas faire de khalitza, pardon. Et après, on dit que si elle a dit les 2 mots séparément, chaque mot pour soi, on dit que c'est quand même kasha. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, c'est une règle qui est appliquée dans plusieurs choses. Et c'est une règle qui s'appelle Kol haraoui lebila en bila ma'akevet bo, et ma she'eno raoui lebila bila ma'akevet bo. Vous savez que, en vérité, c'est encore plus. Je vous ai dit qu'il y a 2 fois dans le chapitre croissant. Là, je viens de dire la première fois. La deuxième fois, sa première fois, c'était dans la halakha Dalet. Mais ensuite, dans la halakha Yud-Bet, dans la halakha 12, il y a encore une deuxième fois qu'on dit la même idée. On dit que si on a fait juste khalitza, juste enlever la chaussure, mais elle a même pas lu les versets, c'est quand même kasher. Alors, c'est quand même incroyable. On dit que la femme, elle doit être capable de lire le verset, au moins avec les 2 mots dans un seul souffle, lo'ava. Mais après, on dit l'autre par l'autre extrême. Même si elle n'a même pas lu aucun verset, elle a juste enlevé la chaussure, ça va déjà suffire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, le sens, il est très simple. C'est une règle, il y a dans la Gemara, il est répété dans plusieurs cas, et qu'on dit que ce qui est raoui le bila en bila makavet bo, et ce qui n'est pas raoui le bila makavet bo. Ça veut dire quoi? Littéralement, c'est ce qui théoriquement est apte, il est raoui le bila, il est apte à se mélanger, alors
même si c'était pas bien mélangé, c'est comme si c'était mélangé. Mais ceux qui ne pouvaient pas être mélangés, on parle là-bas par rapport aux différentes lois, lorsqu'il faut mélanger différentes choses, il faut rentrer du shaman, il faut rentrer du levona dans le solet. Il y a différents mélanges dans le Beth Amikdash. La question a été, est-ce que vraiment il faut, quand on mélange, il faut que chaque graine de semoule touche ce qu'il faut mélanger dedans? Et comment est-ce que je peux garantir que vraiment chaque graine de semoule était mélangée? Et sur ça, la Gemara nous répond, il faut que on verse d'une façon à ce que c'est possible que tout soit mélangé et qu'il n'y ait aucun empêchement. S'il n'y a pas d'empêchement, c'est kasher. S'il y a un empêchement, c'est pas kasher. Ce qui veut dire que dans l'accomplissement des mitzvot, il y a toujours deux niveaux. Il y a le niveau de l'acte, est-ce que j'ai fait ou est-ce que j'ai pas fait. Mais après, il y a aussi une deuxième chose, que même si j'ai pas encore fait la mitzvah, mais je suis déjà lié avec la mitzvah. C'est une idée qui est très, très profonde. On voit ça déjà dans les marades. C'est une idée, si vous allez bien analyser plusieurs halachot, vous allez voir qu'il y a des dizaines de halachot qui ont cette règle, qui se répète. Et c'est que si la Torah, c'était une chose séparée de nous, alors là, ce serait uniquement lorsqu'on fait la halacha, là, on accomplit la halacha. Si on n'a pas fait, on n'a rien fait. Mais puisque c'est pas le cas, et la halacha, elle n'est pas déconnectée de nous, mais la halacha, elle fait partie de notre vie, même si on n'a pas encore fait la chose. Mais si je suis lié et je suis au point de le faire, je suis capable de le faire, alors d'une certaine manière, puisque potentiellement, c'est comme si je l'ai fait, je suis lié avec cet acte. Et c'est pour ça que Rambam dit, si elle n'est même pas capable de dire les deux mots en un souffle, elle, lo ava, c'est pas kasher. Mais si elle était capable, alors là, ça veut dire que potentiellement, elle a déjà cette mitzvah. Elle a déjà bien faite. Même si concrètement, elle l'a pas faite, mais puisque potentiellement elle l'a faite, la mitzvah se trouve déjà chez elle. Donc, elle n'est pas manquante. Vous voyez, c'est comme, on va dire, il y a une halakha que le Kohen qui sert dans le Beth Amikdash, il faut qu'il ait les deux mains, les deux pieds. Même si, on va dire, il fait un certain service juste avec une main. Qu'est-ce que ça change de l'autre main? Pourquoi est-ce qu'un Kohen qui a juste une main, il peut pas faire le même service s'il se débrouille très bien avec une main? On dit non, parce que même si un Kohen, concrètement, il se sert juste d'une main, il faut que les deux mains, ils soient prêts à faire le service. C'est un service qui demande que les deux mains soient prêts et soient aptes à faire le service. Et donc, ça, c'est la règle qui est vue de façon très, très forte dans notre chapitre. Et c'est une règle qui est retrouvée dans beaucoup d'endroits dans les Gemara. C'est une règle qui s'appelle la Raoul Bila, En Bila Makevet Bo. Et Eino Raoul le Bila, ce qui ne peut pas avoir de Bila. Alors là, la Bila et le Oui Makevet, là, ça empêche et c'est pas caché. J'espère que c'est assez clair, parce que c'est une idée qui est un peu complexe, mais c'est une idée que si vous allez voir sur le texte, vous allez tout de suite comprendre, ah oui, c'est ce qu'on a vu dans le Shiur. Et donc, Bila, c'est l'aptitude? Non, Bila, littéralement, c'est le mélange, parce que la première fois qu'on voit cette règle dans les Gemara, je vous ai dit, c'est quand il y a le mélange, il fait mélanger dans la mine Chatzolet, il fait mélanger différentes choses, le shemen devona, donc il y a différents mélanges dans les sacrifices, parce qu'on dit, attends, mais quand on mélange, il faut que chaque graine de semoule touche, il faut que tout soit vraiment mélangé, ça c'est Bila, Bila veut dire mélanger. On dit non, Haraoui le Bila, ce qui peut se mélanger, même si c'était pas mélangé comme il faut, mais puisque potentiellement ça peut se mélanger, c'est kasher. Et ce qui est pas Raoui le Bila, alors là, Bila, Makevet Bo, alors là, puisqu'il y a ici un blocage, ça s'est déconnecté de la mitzvah. L'idée, elle n'est pas juste de faire la mitzvah, mais aussi de ne pas se déconnecter du mitzvah. Ça, c'est aussi, on peut conclure ça en une phrase, c'est ça. Chazak Baruch. Et Zat Hashem, Chazak Baruch à tout le monde, un gros shakor aux deux piliers des Shurim à Genève, sont Baruch et Yaakov. Et Yaakov et Le pilier Baruch. central, c'est Yaakov. Vraiment. Merci. Chazak Baruch, au nom de toute la communauté, au nom de toute la ville. Et n'oubliez pas, on est le Rosh Chodesh Nissan, il y a la bracha de Birkat Hailanot, bénédiction des arbres. Ceux qui n'ont pas encore trouvé un arbre, alors j'ai reçu un message d'un arbre qui était repéré à Satigny,
pas très loin, 27 minutes de voiture depuis le Betrabad. Mais voilà, il y a différents arbres partout. N'oubliez pas de remercier Hachem pour la beauté de la nature. Et il y a deuxième chose importante, de réciter le texte des sacrifices du Nassi durant les 12 premiers jours du mois de Nissan. Et puisqu'il y a beaucoup d'efforts, on demande de réciter le texte du Nassi, on demande aussi de trouver un arbre fruitier pour réciter la bracha. Alors, en compensation, il y a un bonus. Il n'y a pas de tachanoun à réciter durant tout le mois. Voilà. Alors, Chazak Baruch et une excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. De nos attachés. Chazak Baruch. Au revoir. Merci. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.